Le jour où ma fille a essayé de me placer dans une maison de retraite, elle n'avait aucune idée que j'avais déjà découvert son plan. Elle avait préparé les documents, organisé une évaluation médicale et prévu de prendre le contrôle de tout ce que je possédais. Elle pensait que j'étais un vieil homme en deuil, trop faible pour se défendre. Elle allait découvrir à quel point elle avait tort. Je m'appelle George Patterson. J'avais 72 ans lorsque ma femme Hélène est morte après 48 ans de mariage. Sa mort m'a détruit. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai cessé de répondre aux appels et j'ai passé la plupart de mes journées assis seul dans notre maison, entouré de souvenirs d'elle. Sa tasse de café était toujours dans la cuisine. Ses lunettes étaient à côté du lit. Même sa guitare était encore là où elle l'avait laissée. C'est à ce moment-là que ma fille Michelle a commencé à me rendre visite plus souvent. Elle me disait que je ne devrais pas vivre seul. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour moi et m'a convaincu d'emménager chez elle et son mari Kyle. Je lui faisais confiance parce qu'elle était ma fille et parce que j'étais trop brisé pour remettre ses intentions en question. Au début, elle semblait attentionnée. Puis tout a changé. Michelle a pris le contrôle de mes finances, prétendant qu'elle m'aidait à gérer mes affaires. Kyle et Michelle ont emménagé dans ma maison et ont finalement pris la chambre principale, tandis que j'étais relégué dans une petite pièce au fond. Je cuisinais pour eux, je faisais le ménage pour eux, je lavais leurs vêtements et je regardais ma pension disparaître chaque mois. Puis les affaires d'Hélène ont commencé à disparaître. Sa guitare a été vendue. Son alliance a été vendue. Quand j'ai questionné Michelle, elle avait toujours la même excuse. Ils avaient besoin d'argent. Je suis finalement allé à la banque et j'ai demandé les relevés des 3 dernières années. L'employé a imprimé 53 pages. Je me suis assis là à lire chaque transaction, et mes mains ont commencé à trembler. Restaurant, bijouterie, billets d'avion, appareils électroniques, hôtel, des choses que je n'avais jamais achetées. Lorsque le total a été calculé, environ 85 000 $ avaient disparu. Mais l'argent n'était pas la pire découverte. Quelques jours plus tard, alors que je cherchais des outils de jardinage, j'ai ouvert un tiroir dans la chambre de Michelle et j'ai trouvé un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents concernant la maison de retraite Sunset Meadows. Il y avait une évaluation de capacité, une requête de mise sous tutelle et des documents destinés à donner à Michelle le contrôle de mes finances. La date de dépôt prévue n'était que dans quelques semaines. Ma propre fille se préparait à me faire déclarer incapable. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Puis ma peur s'est transformée en détermination. Le lendemain matin, je suis retourné à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte uniquement à mon nom et j'y ai fait verser ma pension. Pendant les jours suivants, je n'ai rien dit. J'ai regardé Michelle et Kyle continuer à dépenser de l'argent comme si rien n'avait changé. Puis ma nouvelle pension est arrivée. Le lendemain matin, Kyle est allé au distributeur automatique. Quand je suis rentré à la maison, Michelle m'attendait. Kyle était furieux. Il exigeait de savoir où était passé l'argent. Je lui ai calmement dit que j'avais changé de compte. Michelle m'a regardé fixement. « Papa, nous dépendons de cet argent. » a-t-elle dit. Je l'ai regardé et j'ai répondu. « Non, tu dépendais de mon argent. » Puis j'ai posé les 53 relevés bancaires sur la table. Kyle a cessé de parler. Michelle a commencé à pleurer. Je leur ai parlé des 85 000 $. Je leur ai parlé de la guitare et de l'alliance d'Hélène. Puis j'ai posé les documents de la maison de retraite au-dessus des relevés. J'ai demandé à Michelle pourquoi elle avait prévu de me faire déclarer incapable. Elle a dit que c'était pour mon propre bien. Je lui ai dit que si elle se souciait vraiment de moi, elle aurait demandé de l'aide. Au lieu de cela, elle m'avait isolé, volé, vendu les affaires d'Hélène et essayé de prendre le contrôle de tout ce que je possédais. Puis la porte s'est ouverte. Ma petite fille Isabella se tenait là. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Elle a regardé les papiers éparpillés sur la table et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai finalement tout raconté. Puis elle a regardé Michelle. « Maman, tu m'as dit que grand-père était trop malade pour voir qui que ce soit. Tu m'as tenu éloigné de lui. » Michelle a essayé de s'expliquer, mais Isabella l'a interrompue. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Grand-père, fais tes valises. Tu viens chez moi. » Pour la première fois en 3 ans, quelqu'un me protégeait au lieu de me contrôler. J'ai quitté cette maison avec une seule valise et une photographie d'Hélène. Quelques jours plus tard, Isabella a amené mon plus vieil ami, Léonard, pour me voir. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans parce que Michel lui disait que j'étais trop malade pour parler. Quand Léonard m'a pris dans ses bras, j'ai pleuré. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé d'essayer de me joindre. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la vérité. Je n'avais jamais été aussi seul que Michel voulait me le faire croire. Les mois ont passé. J'ai lentement reconstruit ma vie. Je suis retourné à l'église. J'ai appelé de vieux amis.
J'ai travaillé dans le jardin d'Hélène. J'ai recommencé à cuisiner. La maison est redevenue la mienne. Michel a finalement présenté ses excuses, mais je lui ai dit que le pardon n'effacerait pas les conséquences. Je pouvais toujours aimer ma fille sans lui permettre de contrôler ma vie. Un soir, je me suis tenu dans le jardin à côté des fleurs qu'Hélène avait plantées. J'ai regardé vers la chaise vide où elle avait l'habitude de s'asseoir avec sa guitare. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à de la liberté. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu 3 ans. J'ai perdu 85 000 $ et des morceaux de ma famille qui ne seront peut-être jamais réparés. Mais je ne me suis pas perdu moi-même. Et j'ai enfin appris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Être père ne signifie pas abandonner sa dignité. Aimer sa famille ne signifie pas lui permettre de vous détruire. Et pardonner ne signifie pas donner à quelqu'un la permission de vous faire du mal à nouveau. Parfois, la personne que vous devez sauver, c'est vous-même. Et les mots les plus importants que j'ai jamais dit à ma fille étaient ceux-ci. Je t'aime, Michel, mais tu ne me possèdes plus.